Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de votre présence à cette nouvelle conférence. Pour la plupart de vous, vous étiez à l'inauguration de l'exposition d'écorchement, peut-être pas tous, mais en tout cas, on a passé un bon moment avec cette inauguration, c'est formidable. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Jean-Luc, qui va être évoqué ce soir, était un contemporain de, justement, François Descorchons. Alors, ce soir, on accueille Sung Moon Cho, qui est docteur en histoire de l'art et chercheuse en art décoratif contemporain, plus particulièrement spécialisée dans les domaines du verre et de la céramique. Donc, voilà, ça nous intéresse bien sûr ici. Et elle a donc notamment fait un travail de recherche, et notamment une thèse sur ce verrier, donc qui s'appelle Jean-Luc. Voilà, à la fois en images mais aussi en livre. C'est un très beau livre, aux éditions Norma qu'elle va vous présenter. Et Jean-Luc a joué quand même un rôle majeur dans la modernisation de la verrerie au XXe siècle, que ce soit dans le domaine de la verrerie de table, mais aussi des objets d'art. Alors c'est un sujet qui nous intéresse d'autant plus que, eh bien, au musée, on n'a pas d'objets de Jean-Luc dans nos collections, et c'est un manque. Et j'espère bien qu'un jour, on aura l'occasion de pallier à ce manque. Voilà, alors on est très heureux de vous accueillir pour cette conférence. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va vous écouter avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Eric. Merci pour l'équipe du musée pour m'avoir donné cette occasion de parler de Jean-Luc et sa création de la verrerie. Alors, qui parmi vous a déjà entendu parler de Jean-Luc? Est-ce que c'est un nom Je connaissais le nom, mais c'est tout. D'accord. J'ai vu quelques œuvres où il y avait des arts décoratifs de céramique. Oui, c'est moi. Alors, si Luce a connu de son vivant un très grand succès, aujourd'hui, effectivement, son nom est un peu oublié par le grand public. Et comme disait Eric, il a joué pourtant un rôle majeur dans la modernisation de la verrerie et de la céramique à Paris au XXe siècle et compte parmi les premiers créateurs à s'être pleinement spécialisé dans le domaine du service table et tout en créant aussi d'autres objets de la vie quotidienne comme du vase, des flacons, des coupes ou des nécessaires de toilette que l'on va voir tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on est au musée du verre, donc on va se focaliser sur sa création dans le domaine du verre. On va laisser de côté la céramique. Alors, on va voir le renouvellement esthétique et technique très créatif que Luce a apporté dans ce domaine du verre entre 1910 et 1960, qui est sa période de création. Alors, on va commencer par présenter qui est Jean-Luc. Il est né en 1885 et mort en 1964, donc vraiment contemporain d'écorchement. Il est le fils d'un marchand de services de table qui s'appelait Paul Luce. Il avait un magasin de services de table à Paris, à l'angle de la rue de Châteaudun et la rue de Saint-Georges, dans le 9e arrondissement. C'est un quartier qui est encore aujourd'hui peuplé de magasins de porcelaine, de cristaux, de faïence, etc. Alors, donc, il grandit au sein de ce magasin paternel et il conçoit très vite l'ambition de rénover cet objet de la vie quotidienne, le service de table, qui était tombé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, dans l'ornière du style historiciste. Il reprenait toujours les motifs issus du style ancien. Donc, il commence à concevoir de nouveaux modèles de services de table, mais très jeune, à l'âge de 16 ans, sans avoir reçu aucune formation artistique. Donc, il est totalement autodidacte. Donc, il travaille pour son père
Avant, ici vous voyez donc, le jeune Luce en train de dessiner, et là il travaille donc chez son père jusqu'en 1923. 1923, il va ouvrir son propre magasin. Il sort du quartier de Porcelaine et de Christ, et il s'installe dans le 8e arrondissement, pas loin des Champs-Élysées, donc dans un quartier de commerce de luxe, un quartier très huppé, plus précisément au 30 rue La Boétie. La rue La Boétie, c'est une rue qui abrite également des galeries d'art moderne comme Paul Rosenberg ou Georges Bernheim, donc, qui attirait déjà une clientèle de collectionneurs importants. Donc, il s'installe dans cette rue-là, qui montre donc qu'il a envie de présenter ses services stables, ses œuvres, non comme un objet de ménage, mais une œuvre d'art à proprement parler. Donc, c'est une approche assez différente de ce que faisait son père. Alors, on va regarder directement ce qu'il a créé dans le domaine des verreries. C'est sa toute première œuvre, c'est assez touchant de voir, c'est assez maladroit. Je pense qu'il a lui-même peint dessus sur ce petit flacon, tout petit comme ça, qui est dans la collection familiale. Donc, il a commencé à utiliser le verre émaillé dès 1912, en s'inspirant sans doute, on le voit aussi dans la parenté des motifs décoratifs que vous voyez sur cet article illustré par André Mar, en s'inspirant sans doute le nouveau style français qui émerge justement tout au début des années 1910. C'est ce qui va devenir en fait le style art déco. Le terme art déco a été forgé dans les années 60, mais désigne le style qui se développe dans les années 10, 20, voire 30. Alors, le nouveau style français, donc qui va devenir le style art déco, a été formulé, un peu théorisé par André Vera, qui a écrit cet article, qui est une sorte de manifeste pour synthétiser les tendances qui se développaient à cette période par certains artistes décorateurs. Donc, cet article intitulé Le nouveau style, publié dans la revue Art et Décoration en janvier 1912, incite les artistes à prendre le relais du dernier style français classique développé sous Louis-Philippe. Le principe consiste à réactualiser les motifs représentatifs de style, comme les corbeilles de fleurs et les guirlandes de fleurs ou de coupes de fruits. Donc tout cela au moyen de la simplification du dessin et surtout au moyen de l'usage des couleurs vives. Donc, autour d'André Vera se réunissent les artistes décorateurs dits coloristes. La plupart de ces artistes décorateurs ont été formés dans la peinture. Ce sont des peintres qui suivaient le courant du fauvisme. Donc, évidemment, la couleur est très importante pour eux. Ils apportent cette attache aux couleurs dans le domaine de la décoration. Et parmi eux, on a ce décorateur André Mar qui a illustré cet article en montrant les motifs désormais à mettre en avant dans la création moderne. Et dans ce groupe autour d'André Vera, il y a Maurice Marino, qui est sans doute le premier à lancer la mode du verre émaillé. Le verre émaillé, bien sûr, c'est une technique très ancienne, mais qui a été remise à la mode un peu à la fin du 19e siècle avec le japonisme, etc. Et l'art nouveau. Et ensuite, ça a été un peu délaissé et Maurice Marino reprend cette technique du verre émaillé en 1911. Et là, il est réalisé, si vous voyez, un service de table, sans doute une commande spéciale par un ami, parce que d'ordinaire, il crée beaucoup des objets plutôt décoratifs, des petites coupes ou des petits vases, etc. Alors, lui, il réalise vraiment
entièrement manuellement, c'est du verre soufflé. Ce sont des pièces uniques. En revanche, Jean-Luc, pardon, il y a l'ordre qui s'est un peu mélangé. En revanche, Jean-Luc, il a une autre approche plus stérielle, c'est-à-dire là, vous voyez, c'est Jean-Luc qui réalise, il maîtrise mieux par rapport au vase que je vous ai montré tout au début, le petit flacon qu'il a peint lui-même. Là, il aboutit dans sa maîtrise de l'utilisation de l'émail en 1914. Alors, son approche est différente de Maurice Marino, qui est vraiment entièrement artisanal et manuel. Jean-Luc, il achète des verres déjà préfabriqués par des usines. Donc, cette forme de verre est extrêmement courant, est fabriquée par toutes les manufactures de cristaux du verre. Là, j'ai relevé quelques noms de fournisseurs de Jean-Luc, enfin de Paul Luce. Il travaille encore pour son père à cette date-là. Donc là, j'ai pu relever les fournisseurs du verre de Jean-Luc à l'époque dans le cahier de Paulus. Les manufactures sont Landier, qui est la cristallerie de Sèvres et de Clichy, et Le Gras, qui était à Saint-Denis à cette date-là, et la verrerie de Pantin, Porcieux, et la Société industrielle de verrerie, qui est une société qui revendait des verres pré-sémoulés qui proviennent de la France ou de la Belgique, de la Tchécoslovaquie, etc. Et le grand cristallerie de Val-Saint-Lambert. Donc, il achète des verres, des formes brutes, c'est ce qu'on appelle le blanc dans le jargon, le blanc dans différentes manufactures, et il personnalise ces blancs en y appliquant des décors qu'il a conçus lui-même. Et il fait réaliser ces décors en émail en artisan, par un émailleur, parce que Jean-Luc, bien entendu, il est vraiment concepteur de modèles, il est designer. C'est anachronique d'utiliser ce terme-là, cette date-là. En tout cas, il dessine, mais il ne réalise pas lui-même matériellement, contrairement à Maurice Marino. Donc, il a trouvé un émailleur à Paris, comme ça, pour pouvoir faire réaliser différents décors de manière fréquente. C'est un émailleur qui s'appelle Paul Bouquillon, qui était installé à Paris au 79 rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement, sur lequel je n'ai pas pu trouver des informations après des années de recherche. Donc, je serais preneuse si quelqu'un parmi vous connaissait le descendant ou le détenteur du fonds de l'atelier Bouquillon. Alors, vous connaissez tous en quoi consiste la technique de l'émail sur verre. Oui, c'est les matières premières de base, c'est du silice, et on met du fondant, et on y ajoute des oxydes métalliques pour donner des couleurs différentes, oxydes métalliques, et ensuite on l'applique sur du verre, comme de la peinture, et on met l'objet dans un four à moufle, et on fait cuire à une température assez basse, environ 500, pour ne pas ramollir le verre. Alors, la grande nouveauté que Jean-Luc apporte à cette période dans le domaine du verre est d'assortir justement le verre avec la céramique. Vous voyez ici à côté la tasse qui est décorée du même motif de cette fleur simplifiée, la fleur ronde dans un médaillon qui est vraiment un motif typique des années 1910. Il reprend, d'abord il l'a conçu sur la faïence, et ensuite il le reprend sur le verre en 1914. Cette unité dans le service stable, l'harmonisation entre la céramique et le verre, c'est vraiment Jean-Luc qui initie. Il est vraiment l'inventeur de
la notion de l'unité de service potable déjà dès les années 1910. Alors ici, juste pour montrer une illustration par Paul Léry. Paul Léry, qui est aussi l'un des précurseurs du style art déco dans les années 10, qui a conçu, enfin c'est un artiste polyvalent qui a dessiné aussi bien des textiles, des bijoux, du mobilier, etc. Il était aussi illustrateur, et là on voit ici sur le fond une sorte de papier peint qui est décoré par cette même forme de fleurs rondes avec deux feuilles accostées, et qui a peut-être inspiré Jean Lus pour créer ses premières créations dans la veine du style nouveau français. Alors, comme je vous disais, la grande nouveauté de Jean Lus est l'harmonisation de la céramique et du verre. Vous voyez ici quelques exemples qui sont contenus dans le catalogue commercial de Paulus, donc son père, hein, en 1920. Là, c'est assez amusant de voir sur la couverture de ce catalogue de vente de Paulus, il met en avant la création de son fils en disant éditeur des œuvres modernes de Jean Lus et modèles spéciaux sur demande. Donc, il faisait aussi très souvent des décors créés sur commande. Là, vous voyez la signature en J et en L enlacée dans un rectangle. C'est une marque que Jean Lus a utilisée durant toute sa carrière. Donc, si vous trouvez une pièce dans une brocante et vous retournez, et si vous voyez cette marque, c'est de Jean Lus. Alors, pour vous montrer un peu différents types de verrerie émaillée par Jean Lus, ici une bonbonnière hein, qui est une typologie d'objet qui disparaîtra dans les années 1910. Une bonbonnière qui a été achetée par le Musée des Arts Décoratifs récemment. Et c'est une œuvre qui a été présentée par Jean Lus au Salon d'automne en 1914. À droite, une photographie d'époque qui montre plusieurs œuvres. En fait, dans le fond, peut-être que je dois préciser dès maintenant, parce que le fond Jean Lus se trouve au MAD, au Musée des Arts Décoratifs de Paris. C'est la famille de Jean Lus qui a donné l'ensemble d'œuvres et d'archives de Jean Lus je ne me rappelle plus, en 1900, à peu près il y a 10 ans. Donc là, j'ai travaillé sur ce fonds Jean Lus au Musée des Arts Décoratifs pour réaliser ma thèse, qui est devenue donc ce livre. Donc tous les documents, les objets que vous voyez ici, pour la plupart proviennent du fonds du Musée des Arts Décoratifs. C'est le cas ici de cette photographie d'époque. En fait, il a fait systématiquement photographier presque tous les nouveaux modèles qu'il mettait en vente en guise de catalogue de vente, en fait. Et toutes ces photographies sont conservées au MAD. Et là, pour montrer une autre typologie qui est le service de toilette, avec ce flacon à parfum qui sont décorés du motif similaire, ce fleur ronde avec des feuilles. Alors, 1925, là, c'est une année bien évidemment très très importante pour tous les décorateurs de l'époque. Puisque c'est l'année de l'exposition internationale des arts décoratifs industriels modernes de Paris. C'est la contraction de ce titre même qui va donner le nom l'art déco. Donc, c'est une exposition vraiment qui définit le style nouveau français dans les années 20. Et tous les artistes, tous les décorateurs
ont travaillé pendant 2 ou 3 ans pour pouvoir se présenter dans cette exposition, dont la condition d'admission était de montrer la nouveauté, la modernité et qui ne s'inspire pas du passé. Alors Jean-Luc, il est le seul artiste dans le domaine du service stable qui dispose son propre stand tout seul. Et ça, c'est la devanture de son stand au sein de l'exposition de 1925 dans la galerie des boutiques. Une devanture très élégante, on peut l'inspirer du style viennois. Et dedans, qu'est-ce qu'on voit? Il a exposé donc des services stables, mais aussi des vases. Et beaucoup de vases étaient des coupes en verre que vous voyez ici, avec des motifs typiques de l'art déco, c'est-à-dire des fleurs ou des fruits stylisés que l'on peut retrouver, par exemple ici, sur de nombreux dessins qui sont conservés également dans le musée des arts décoratifs, des très très beaux dessins gouachés avec tous ces motifs stylisés, simplifiés, issus des fleurs. Et là, une œuvre, juste pour vous montrer, un vase en pièces réalisées avec toujours du verre émaillé. Donc, toute cette création très chatoyante en verre émaillé s'arrête en fait après l'exposition de 1925. À partir de 1927-28, c'est une autre esthétique qui s'impose à Paris, notamment par désormais, ce sont plutôt des motifs géométriques ou bien sans l'absence de décor qui va donner la note de la modernité. C'est vraiment le précepte qui a été promis par les artistes modernes, l'Union des artistes modernes, l'UAM, qui a promu justement les formes épurées et les lignes épurées et l'absence d'ornements superflus. Alors, le répertoire du goût moderne qui a été publié en 1928 pour synthétiser la tendance actuelle le montre bien. Là, les motifs sont plutôt géométriques, abstraits et il n'utilise plus l'émail pour le verre. Ici, la couleur que vous voyez est du platine. Le verre est désormais soit platiné, soit taillé ou gravé, on va le voir. Donc, il n'y a plus de décor de couleur rosée à l'émail, suivant une nouvelle esthétique qui tend vers la sobriété et la simplicité. Alors, il cherche toujours l'unité, l'harmonisation entre le verre et la céramique, mais dans une autre dimension. Ici, vous voyez une assiette décorée de filets superposés et les gobelets, les verres. C'est aussi une des caractéristiques de verrerie de table à l'époque. On utilise beaucoup moins en fait des verres à pied. On utilise beaucoup des gobelets qui sont plus pratiques. C'est dans cette veine de la recherche et de la fonctionnalité aussi. Donc là, vous voyez des gobelets, gobelets à vin, verre à vin rouge, vin blanc, vin amer, vin liqueur, je ne sais plus, le plus petit. Enfin bon, donc il y a des verres sous forme de gobelets qui sont décorés de même filets, même bandes superposées, gravées. Alors ici une autre recherche formelle pour trouver l'unité entre la céramique et le verre, plutôt vraiment dans la ligne et le volume. Là, il a créé une sorte de lien entre la céramique et le verre à travers cette forme ronde, la sphère de la coupe
et elle lance en anneau du service justement qui s'appelle Anneau, qu'il a créé en 1932. Le vers Provence, qui est nommé Provence, est aussi daté de 1932 et le pied que vous voyez ici, conique, est platiné. Là, c'est un modèle qui est vraiment représentatif de la nouvelle esthétique moderniste, épurée, géométrique, simple et sobre, et l'usage du platine fait écho aussi la prédominance, la mode du mobilier métallique dans l'aménagement intérieur à l'époque, comme on peut noter ici, un intérieur conçu par Joe Bourgeois. La table est en dalle de verre et le piétement est en métal chromé. Et sur la table, si vous voyez bien ici, il a choisi les verres Provence de Jean Lus justement pour accompagner son univers moderniste en 1932. Alors, à partir de 1927-28, il faut savoir que Jean Lus commence aussi à dessiner les formes de verre. Avant, je vous disais qu'il achetait des blancs dans différentes manufactures. À partir de 1927-28, il commence aussi à dessiner les nouvelles formes de verre qu'il fait réaliser dans des manufactures, dans des cristalleries, dans les verreries, notamment la cristallerie de Saint-Louis, qui est vraiment son collaborateur fidèle tout au long de sa carrière. J'ai retrouvé en fait beaucoup de dessins de Jean Lus dans le fond de la cristallerie de Saint-Louis. Ils ont travaillé vraiment intensément dans les années, surtout dans les années 30. Et ce modèle, le nouveau modèle Provence, fait partie du fruit de leur collaboration. Alors, c'est le cas aussi de ce service à pied rectangulaire. C'est vraiment révolutionnaire d'avoir en fait un piétement en rectangle comme ça, et avec une coupe rectiligne qui tombe tout droit sur la largeur exactement précisément du pied. Et il a conçu ce modèle en écho au service rectangulaire en faïence. Et si vous voyez bien ici sur la présentation de l'ensemble, en fait, quand on pose les verres l'un à côté de l'autre, elles s'alignent précisément dans la même largeur de cette assiette du rectangle, de l'assiette rectangulaire. Donc, c'est vraiment conçu pour être utilisé ensemble, et c'est pour aussi créer un aperçu, enfin une vue générale très géométrique, très architectonique sur la table quand on pose ensemble la faïence et la cristallerie. Alors ce modèle a été aussi réalisé par le soin de la cristallerie de Saint-Louis. Pardon, c'est bizarre, il y a un dessin qui a sauté. Il y a plusieurs dessins qui ont sauté. Pardon, c'est dommage. J'avais mis plusieurs dessins de Jean Lus conservés à la cristallerie Saint-Louis, y compris le dessin de conception de ce service rectangulaire, hein, parce que c'était intéressant de voir, en fait, il a proposé deux modèles, soit un pied rectangulaire, soit un pied carré. Et finalement, c'est rectangulaire qui a été choisi. Mais ça m'embête parce qu'il y a plusieurs choses que je voulais évoquer à partir de d'autres dessins que j'avais mis enfin, parce qu'on a dû faire une manipulation de convertir en PDF le PowerPoint. Et en le faisant, je pense qu'il y a plusieurs slides qui ont été disparus. Bon, c'est pas grave. Alors, une autre
Une autre invention de Jean Lus dans ces années du modernisme, c'est l'utilisation de la gravure au jet de sable qu'il utilise à partir de 1928. Il est en fait l'un des premiers à utiliser la gravure au jet de sable à l'usage décoratif. La technique en soi n'est pas nouvelle, c'est une technique qui a été inventée en 1870 par un Américain, un industriel qui s'appelle Benjamin Tennant. Et vous savez, c'est le principe de projeter le jet de sable sur la surface de l'objet grâce à de l'air comprimé qui passe par une petite buse, donc une puissance très grande, et les parties à graver sont découvertes, tandis que le reste de la surface est protégé par la gélatine qui fait rebondir les grains de sable. Donc c'est une technique inventée en Amérique et elle est apparue à Paris en même temps que l'invention de l'air comprimé, justement, disponible à Paris depuis la fin du 19e siècle, où il est distribué par la SUDAC, la Société urbaine de distribution d'air comprimé. Donc, à l'origine, la technique a surtout été utilisée pour le décapage industriel du métal ou le marquage des bouteilles, les marquages pour mettre des marques, etc. Puis autour de 1927-28, plusieurs verriers, notamment Gaëtan Janin, commencent à l'utiliser pour des panneaux décoratifs ou des verres architecturaux. Et Jean Lus innove puisque dans le domaine d'objets d'art, d'objets de table, il a été vraiment le premier à y voir une nouvelle possibilité décorative et à l'associer, ces techniques, à la modernité. Donc là, ici, vous voyez les premiers exemples pour des verres de parois très fines, très minces. Il utilise cette technique avec parcimonie juste pour donner un dépoli sur la surface qui fait contraster avec la partie transparente. Donc, il crée ce genre de motifs géométriques et abstraits avec cette technique qui donne vraiment un aspect à la fois décoratif mais très sobre. Alors, différents types d'objets ont été décorés par le jet de sable. Ici, un flacon ça c'est un ensemble, c'est un service, oui, un fumeur, je pense, c'est un service de fumeur. Ici, un service, un ensemble de bureaux, un set de bureaux avec l'encrier et une petite coupe pour mettre des stylos. De nouveau des flacons, des boîtes, et ici c'est une autre technique, c'est tout simplement les surfaces glacées et taillées. Et en fait, ce genre je pense que c'était là, ici, vous voyez, les boîtes sont des boîtes à biscuits et les mêmes boîtes à biscuits ont été commandées par Cavrois, Paul Cavrois. Vous savez, je ne sais pas si vous avez visité la Villa Cavrois dans le nord et près de Roubaix. C'est un riche industriel qui a adopté le style moderniste. Il s'est fait construire sa villa par Malès Stevens et sa villa est entièrement décorée vraiment dans le style moderniste par Malès Stevens, et il a utilisé les services tables de Jean Lus. Et là, j'ai retrouvé en fait la trace de sa commande dans le registre de clients de Jean Lus, qui a commandé les mêmes boîtes à biscuits, mais avec son monogramme Gabon. Pardon? Oui. Alors, Jean Lus exploite au maximum les possibilités plastiques de la technique de la gravure au jet de sable. Donc là, avec des vases
qui sont dotés de parois épaisses, et il peut aller plus profondément dans la gravure. Donc là, il peut créer un évidement assez profond. Il peut aussi jouer sur la surface gravée, éviter, c'est-à-dire ça peut être très granuleux, comme vous voyez ici, ou ça peut être simplement maté, légèrement dépoli, comme vous voyez ici, et il crée le contraste entre la partie gravée et la partie laissée ici, extrêmement transparent. Et là, ici, il a même encore couvert la surface avec de la platine, donc ça brille et ça donne un contraste intéressant par rapport à cette partie dépolie. Alors, Jean-Luc, il crée... pardon, j'ai oublié de mentionner. Je suis perdue dans le note. Alors, pour réaliser ce genre d'objets gravés au geste stable, bien sûr, Jean-Luc ne peut pas le faire par lui-même. Encore une fois, il n'est que designer, il conçoit les décors, les formes. Donc, il fait appel à des ateliers spécialisés, des graveurs sur verre spécialisés dans le sablage. Et à Paris, à l'époque, il y en avait beaucoup. Et là, j'ai retrouvé deux noms d'ateliers auxquels il faisait appel. L'un est l'Astier, qui était installé au 78 de la rue d'Hauteville, dans le 10e arrondissement. Et l'autre est Omer et compagnie, qui était au 88 de la rue de Charonne, dans le 11e arrondissement, donc le 10e, 11e, qui sont encore très un quartier issu c'est un quartier un peu industriel. Donc là, ce genre d'atelier était installé dans cette zone parisienne. Alors, Jean-Luc rénove aussi le centre de table, un élément indispensable dans le décor de la table. C'est ce qu'on appelle aussi le surtout. Alors, il a vraiment inventé une nouvelle forme de centre de table en bloc de verre géométrique massif, un matériau tout à fait inédit dans l'art de la table. Il s'est sans doute inspiré de la vogue de l'usage de la dalle en verre, en mobilier ou en architecture contemporaine. Alors, il existe plusieurs formats de dalles, ça peut être rectangulaire, là j'ai mis que des rectangulaires, mais il existe aussi en ovale, en elliptique, ou carré, etc. Et donc il fait une forme comme ça, une carré en l'occurrence, et ensuite il fait graver un motif, un réseau géométrique dans la profondeur de cette dalle. Donc là vous voyez, et la verre creusée est censée accueillir des fruits ou des têtes de fleurs, comme le cas ici, vous avez des têtes de fleurs qui remplissent justement cette partie creusée. Alors, la partie qui reste sont les traitées soit laissées transparentes ou matées ici, comme vous voyez ici, rendues opaques. Et là, dans cet exemple est aussi intéressant parce qu'il combine aussi le surtout avec les bougeoirs. Donc c'est tout un ensemble. Et par ailleurs, il a, voilà, ça n'a pas été sauté. Il a aussi conçu cette nouvelle forme de bougeoir, une sorte une forme très architectonique. C'est une combinaison des formes géométriques associées et tout en cristal. Et là, le centre, vous voyez, un rectangle évidé est censé aussi accueillir des fleurs. Et pour ce genre de réalisation, il fait appel à une manufacture tchécoslovaque qui est Krajinik Blom. Alors, ici aussi, cet exemple est une nouveauté. C'est un centre de table en éléments. Il note dans son registre d'œuvres comme nom, le centre de table en éléments. Ce sont des dalles, vous voyez, ce sont plusieurs dalles
qui sont posées ensemble. Certaines dalles sont transparentes, certaines dalles sont argentées, miroitées, ou bien certaines dalles sont creusées pour, encore une fois, accueillir des fleurs. Et on peut jouer sur la forme en créant une composition de façon libre. Ce que montre ici son dessin industriel sur le papier bleu. Donc, il y a différentes formes de différents réseaux de centres de table que l'on peut créer à partir des différentes dalles. Là, un croquis de Jean Luce qui montre plusieurs conceptions de centres de table, comme nous avons vu à l'instant. Alors, toute cette création, justement, fait partie de cette nouvelle tendance qui est de rendre la table transparente. Autour de 1930, vraiment, la table devient une sorte de transparence lumineuse et on aime mettre tout du verre sur la table. C'est ce que montre ici deux expositions dédiées au décor de la table. L'exposition au musée Galliera en 1930 et ensuite l'exposition à la Galerie Malesherbes en 1934. Ici, vous voyez la première table dressée par André Hunebelle, qui est un verrier contemporain de Jean Luce. On le connaît plus en tant que cinéaste, mais il a été d'abord verrier avant de s'aventurer dans le cinéma. Et il a conçu cette table ici uniquement avec du verre, même les assiettes ici, vous ne voyez pas très bien peut-être, mais c'est en verre. Et là, une table dressée par Marcel Goupil sur le décor de la table est par Marcel Goupil et la table est de Dominique Marcel Goupil qui était le directeur artistique du magasin Géoroir, Géoroir qui était aussi le diffuseur d'écorchement. Ici, c'est Jean Luce avec ses bougeoirs et le centre de table transparent. Ici encore, Jean Luce avec ses services rectangulaires et au milieu, on a ces fameuses dalles qui font l'office de centre de table. Alors, à partir de 1928 et tout au long des années 1930, c'est aussi il y a une nouvelle, une grande tendance dans le domaine du service de table, qui est le service à cocktail et à porto, qui est une typologie devenue très recherchée, notamment avec l'introduction de ce nouveau boisson de l'Amérique, le cocktail. Et c'est le moment aussi où l'heure de cocktail devient un rituel mondain indispensable. L'heure de cocktail, c'est entre 16h et 18h. Et on doit sortir en robe de cocktail avec un sac du soir. Et là aussi, le service à cocktail devient important. Il y a aussi la mode d'installer un bar chez soi. Il y a plusieurs modèles de bars conçus pour être intégrés dans l'aménagement intérieur d'habitat, notamment vous voyez le modèle conçu par Charles Perrier en 1928 avec un bar et des tabourets. Donc, avec cette tendance-là, les créateurs de Jean Luce, ils créent de nombreux modèles pour proposer, pour accompagner ce nouveau rituel mondain. Là, vous voyez, c'est aussi une typologie qui permet beaucoup de fantaisie. Et là, vous voyez ici un service à whisky ou à porto taillé accordéon. C'est une nouvelle taille que Jean Luce adopte
à la fin des années 1908. La taille en soi est une technique nouvelle, bien sûr, c'est un moyen de décoration traditionnel qui existe dans toutes les cristalleries depuis toujours, mais Jean-Luc innove dans l'art de la taille aussi en adoptant des tailles sobres comme les tailles biseau ou des tailles plats et sans faire briller normalement la taille, ensuite on doit travailler pour faire briller, mais des fois il laisse exprès le côté dépoli de la taille pour donner un l'aspect sobre. Et avec ce genre de taille, il crée un aspect très graphique en travaillant sur le profil de l'objet. Donc là, c'est la taille accordéon qui donne un aspect très moderne sur ce service à whisky. Alors, de forme cylindrique, toujours dans le précepte promu par l'UAM, l'Union des artistes modernes. Et là, ici, de nouveau, un service à whisky à Porto, ici plutôt carré, rectangulaire et décoré par des lunes superposées par la gravure au jet de sable. Alors, ici, c'est un exemple de Marcel Goupy, un cave à liqueur. Les verres sont ici posés dans le creux de la base et trois flacons forment une sorte de pyramide extrêmement moderne en cristal de Saint-Louis avec un monogramme gravé et la partie du bois c'est du bois ébène. Ce sont des productions très luxueuses ici en argent pour la partie métallique. Et c'est est conservé également au musée des arts décoratifs. Alors André Hunebelle, que je vous ai évoqué dans le métier qui s'est converti dans le cinéma. Il avait un magasin très luxueux dans Champs-Élysées, 4 ronds-points des Champs-Élysées. Et il a beaucoup utilisé la gravure à l'acide pour créer des motifs géométriques ou bien pour donner le côté maté sur la surface du verre. Et là, il est devenu célèbre avec ce genre de production de services à Porto assez inédit avec cette forme sphérique de la carafe inclinée et la base, le pied du verre est en verre opaque noir donc qui se contraste avec la partie blanche de la poupe et cette base comme ça très haute, une sorte de piédestal devient un peu sa marque de création. Alors, un service à cocktail ou à Porto très inventif par Jean-Luc. Il conçoit même un plateau pour accompagner le verre à cocktail qui se pose ici à l'intérieur de cet anneau, qui se fixe à l'intérieur de cet anneau et il renforce la partie basse du verre avec un anneau en métal chromé pour donner de la stabilité. Et là, le plateau est courbé sur la partie courte pour justement pouvoir se déambuler lors du cocktail parce que le cocktail, normalement, ça se passe, on est debout. Donc on met ces petits canapés ici et on met son verre ici et on déambule et tout en gardant ses petits fours et son verre à la main sans problème. Il a conçu ce modèle en 1937 et le verre a été fabriqué par la manufacture tchécoslovaque Joseph Inbald. Donc ça, c'est pas une création de la cristallerie de Saint-Louis. Jean-Luc, en fait, il s'est créé vraiment un réseau international pour créer ces modèles. Quelquefois, Cristallerie Saint-Louis ne pouvait pas
faire un tel ou tel modèle à cause des problèmes techniques ou financiers ou autres. Donc Jean-Luc s'adressait soit à Joséphine Bald ou Lierdam qui était aux Pays-Bas, etc. Donc il avait vraiment un réseau de production très étendu à l'échelle internationale. Alors, une malle à cocktail très, très élégante, très chic, par Louis Vuitton, avec l'argenterie et le flacon était en verre, hein, juste pour vous montrer combien c'était important cette mode du cocktail. Alors, c'est aussi Jean-Luc qui a conçu le verre et la céramique pour la première classe du paquebot Normandie en 1935. C'est lui qui a conçu ce fameux logo CGT, Compagnie Générale Transatlantique, et la forme aussi. La verrerie pour la Normandie a été commandée à la manufacture de Dôme à Nancy, qui faisait du verre avant 1935, et à partir de 1935, ils ont commencé à faire aussi du cristal, et ces verres pour la Normandie étaient en cristal. Alors après-guerre, beaucoup de choses évoluent. Vraiment, c'était une rupture importante, la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans le domaine du verre, les tendances du design international s'imposent en France, et aussi la masse production. Et en France, déjà, les préceptes fonctionnalistes ont été développés, comme je vous disais, par les membres de l'UAM, l'Union des artistes modernes, durant l'entre-deux-guerres. Mais c'est dans le nouveau contexte de l'après-guerre que ces préceptes rencontrent un large écho, en particulier grâce à l'exposition intitulée Formes utiles, vous voyez ici. Des expositions ont été organisées annuellement par l'UAM à partir de 1949 au sein du Salon des Arts Ménagers, le Salon des Arts Ménagers qui défendait un credo similaire, à savoir l'alliance de l'utile, du goût et du confort. Alors, la section formes utiles proposait une approche très pédagogique des objets ménagers, et son parcours est à la fois déterminé par la fonction de l'objet, soit siège, table, couvert, luminaire, etc., et par le matériau, bois, verre, rotin, fibre, acier, etc. Et la troisième exposition de formes utiles en 1953 est ainsi dédiée aux verres de table, et l'exposition a été présidée par Jean-Luc, qui est devenu vraiment le nom de référence dans le domaine du verre, et il a écrit l'introduction de ce catalogue de l'exposition que vous voyez ici. Donc, il définit vraiment le nouveau principe dans la création du verre, à savoir l'utilisation qui ne doit être ni trop ouvert ni trop fermé à sa partie supérieure, stabilité, il doit avoir une base suffisante, sur un pied, celui-ci doit être etc. Nettoyage doit être simple, facile, et le rangement très important, un élément très important, c'est le rangement dans l'après-guerre. On vit dans un espace plus exigu, donc il faut pouvoir ranger les objets dans un espace minimum. Ça sera une condition importante dans la nouvelle création de Jean-Luc dans les années 1950. Alors, dans cette exposition Formes utiles de 1953, Jean-Luc expose ces deux modèles, un modèle qui s'appelle Arboire et l'autre qui s'appelle Bretagne, toute simple, très très simple, et qui montre en fait, montre toutes les caractéristiques du verre fonctionnel qu'il a énuméré justement dans l'introduction qu'on vient de voir. Donc une
préhension agréable avec cette rondeur du paroi ici, des profils très droits de Bretagne, c'est facile à saisir et la stabilité de l'objet est renforcée par ce fond très épais. Vous voyez, le fond du verre est très très épais et le nettoyage est facile puisque l'ouverture est ample. Enfin, le rangement se fait dans un espace minimum grâce à la possibilité d'empilement que vous pouvez voir ici sur son dessin de conception du modèle arrois. Donc le verre pouvait être empilé l'un dans l'autre et en même temps Jean-Luc a conçu aussi pour la céramique ce modèle empilable qui s'appelle le service rationnel. C'est vraiment le premier service de table entièrement empilable avec tous les éléments, la soupière, le légumier, le rabier, les assiettes, dessert, plat, etc. Donc il a même obtenu le brevet pour ce modèle. Donc il a vraiment révolutionné encore une fois le service de table dans l'optique fonctionnaliste. Alors, dans cette même exposition de formes utiles de 1953, on voit aussi les modèles de Duralex, le fameux Duralex, ce fameux modèle Gigole que vous connaissez toutes peut-être, le modèle sans doute le plus pratique et le plus utilisé dans les collectivités, réalisé en verre trempé. La technique a été brevetée par la société Saint-Gobain. En fait, la marque Duralex fait partie de la société Saint-Gobain. Et Saint-Gobain a inventé donc cette technique en 1954, le verre incassable, résistant au choc thermique et au choc physique. Et la marque a été déposée. Ah, pardon, la technique, qu'est-ce que je vous ai dit? La technique a été inventée en 1944 et la marque Duralex donc, a été déposée avec cette invention du verre trempé en 1945. Et la même marque Duralex a aussi exposé ce modèle très simple, cylindrique, shop, qui ressemble un peu dans ce profil évasé au modèle de Jean-Luc Bretagne. Alors, dans ces mêmes années, dans les années 50, lui se trouve sa place dans une galerie, dans une des galeries les plus avant-garde à Paris, qui est la galerie Simon. Stéphane Simon est représentant de Jean Prouvé depuis 1947. Il a l'exclusivité de Jean Prouvé et Charlotte Perriand. Et il ouvre en 1956 au 145 boulevard Saint-Germain sa propre galerie. Et dans cette galerie qui a été fréquentée par des célébrités, par le monde littéraire, etc. C'est Charles Perriand qui choisit des objets à exposer. Charles Perriand était une sorte de conseil artistique auprès de Stéphane Simon. Donc tous les objets exposés ont été sélectionnés, filtrés par Charlotte Perriand. On y trouvait des luminaires de Serge Mouille, des fauteuils de Oswald Borsani, des tissages de Simon Prouvé et des lanternes de Noguchi. Et enfin des services de table de Jean-Luc, et ce même après la mort de l'artiste en 1964. Les œuvres de Jean-Luc ont toujours été exposées dans cette galerie. Et ici, vous avez une photo de ces verres qui ont été exposés là, les modèles Bretagne et ici le modèle Picardie caractérisé par cette rondeur. Alors, Jean-Luc, il a aussi tenté de concevoir un service de table pour une compagnie aérienne, taille, transport aérien intercontinentaux.
Il faut rappeler qu'en 1946, après la nationalisation de l'Air France, le gouvernement français autorise la création de compagnies aériennes privées. Donc il y a une multitude d'artisans navigants privés qui se créent à cette période-là. Et Thaï était vraiment à la tête de ces artisans navigants privés. Et Jean-Luc, il a tenté en 1957 de proposer un modèle de service de table fonctionnel pour leur avion. Là, vous voyez ici le dessin de conception pour les tasses qui soient évidemment empilables dans l'avion. Vraiment, l'économie de l'espace est cruciale, et aussi du poids, il faut que ça soit le plus léger possible. Et donc il a conçu ce modèle en porcelaine de Bernard, de la manufacture de Bernard, en lui demandant de faire le plus fin possible la paroi. Et il a conçu cette forme de lance particulière pour pouvoir empiler les tasses l'une dans l'autre. Et pour le verre, voilà, il a dessiné ce modèle qu'il voulait faire réaliser auprès de la cristallerie de Saint-Louis. On voit sur le dessin à tirer mince, c'est-à-dire ça veut dire qu'il voulait vraiment que ça soit le moins lourd possible. Et aussi, dans les correspondances, on voit qu'il a demandé de réaliser ce modèle en verre sonore. Le verre sonore, c'est un demi-cristal contenant moins de plomb qu'en cristal pur. Donc, il est moins brillant, certes, mais il est plus léger et moins coûteux et moins fragile. Donc, ce service a été vraiment pour répondre aux exigences des objets qui vont sur un avion. Et là, vous voyez le logo imprimé en or, le logo de Thaï. Pardon. Enfin, la contribution de Luce, la plus notable à la création de verreries fonctionnelles, et sans doute sa collaboration avec la marque Duralex qu'on a évoquée. C'est un aspect vraiment méconnu. L'assiette sans doute la plus répandue du Duralex, l'assiette bicolore, que l'on voit aussi encore aujourd'hui très fréquemment dans les brocantes, a été conçue par Jean-Luc, par la sollicitation de la société Saint-Gobain en 1955, qui lui demandait de créer un nouveau modèle d'assiette en bicolore. Alors, Jean-Luc, dans les échanges de lettres conservées au MAD, je relis, Jean-Luc répond en disant « Je serais d'accord pour vous dessiner 4 assiettes plates, creuses, dessert, lunch, et de vous en indiquer les couleurs ainsi que leur emplacement. Je vous propose de fixer pour ce travail mes honoraires à la somme de 60 000 francs. » Alors, le résultat est cette assiette lisse, donc la ligne d'assiette la plus connue de la marque Duralex, toujours en production par ailleurs. Et le nom de Jean-Luc n'est pas associé, puisque là, Jean-Luc, il a vendu son projet à la société en renonçant son droit d'auteur. Il avait en fait 2 principes de collaboration, soit évidemment il crée ces nouvelles formes à son nom, il fait fabriquer simplement par des manufactures, ou bien il vend ces formes, ces projets à l'usine en délégant donc tout le droit de l'exploitation de ces créations. Donc ça, c'était le second cas dans le cadre de la collaboration avec Saint-Gobain. Je pense que c'est la dernière. Voilà. Merci pour votre écoute. Désolée pour cette perturbation en termes de slide, mais voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut utiliser le livre si vous voulez, et normalement ça sera disponible Oui, dans après, le futur. vous pouvez regarder ce livre qui est aujourd'hui dans nos bibliothèques, mais s'il vous intéresse, on pourra le mettre en vente à la boutique du musée, bien évidemment. C'est un très beau livre, c'est pour Norma. Voilà. Coédité par le musée. Donc il y a plein d'œuvres qui ne sont pas signées. Il y a des œuvres qui n'ont pas. Enfin, c'est pas que ce n'est pas signé, ça n'appartient pas à Jean-Luc parce qu'il l'a vendu à l'UC. Tu avais des questions? Oui. Quelle est la part Oui. d'art décoratif? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ça a été quelqu'un qui a été vraiment, qui a eu la plus grande reconnaissance d'un point de vue des arts de la table. Après, moi, je ne suis pas spécialiste, donc peut-être que je différencie de mauvaise manière les arts décoratifs et les arts de la table, c'est-à-dire des vases, peut-être des choses comme ça. Quelle est la part des objets purement décoratifs qu'il a pu faire dans sa création? En proportion? Alors, pas en proportion, mais en fait, quelle était. Est-ce que son activité principale, ça a été quand même les arts de la table, en réalité, de ce qui ressort de votre présentation? Oui, je dirais 70% et 30%. Ouais. D'accord, donc vous arrivez quand même à précisément. À peu près, oui. Il a été plutôt spécialisé dans le service total, mais en même temps, il a fait des objets décoratifs aussi pour des raisons financières. Hein. Ça peut se vendre plus cher, les objets décoratifs, que le service total. Il y a aussi ça, je pense. Et il vendait dans les mêmes boutiques les deux types d'objets, c'était quand même des objets qui étaient éventuellement associés à ces services de table. Oui, en fait, les œuvres de Jean-Luc, que ce soit pour les services de table que pour les objets purement décoratifs, ont été principalement vendus par le magasin de Jean-Luc, donc à côté des Champs-Élysées. Mais il avait aussi de nombreux revendeurs en France et à l'étranger, même jusqu'au Japon, aux États-Unis, etc. Donc, ces œuvres ont été vendues partout par des revendeurs et aussi des décorateurs, comme je vous ai montré l'exemple, c'est Joe Bourgeois qui a posé sur sa table qui a été exposée au salon, je crois que c'était le salon de Breton. Donc les décorateurs qui sont la plupart des cas ses amis aussi ont aussi diffusé dans des salons ou dans leur propre galerie ces œuvres, et aussi Jean-Pierre Forcat, l'orfèvre Jean-Pierre Forcat était un ami de Jean-Luc. Il a systématiquement associé sa création avec les œuvres de Jean-Luc, puisque les couverts, l'argenterie doivent être accompagnés de la céramique et du verre pour être présentés comme un décor complet sur la table. Donc là, dans son magasin de la rue Malesherbes, il a toujours exposé les œuvres de Jean-Luc. Il y avait différents points de diffusion. Ouais. Du coup, il est présent dans le musée, parce que nous on ne l'a pas, mais Non. Oui, ouais. on peut acheter aussi. Malheureusement. Et en France, principalement au musée des arts décoratifs avec le fonds Jean-Luc, mais aux États-Unis, comme il a été beaucoup diffusé aussi aux États-Unis, plusieurs grands musées, Cooperville Museum, musée, comment ça s'appelle, à Texas, le nom m'échappe, au Dallas Museum et tout ça, et les grands musées américains, même à Los Angeles, Getty Museum, ils ont les œuvres de Jean-Luc. Est-ce que dans vos recherches, notamment sur les archives à Saint-Louis, parce qu'il a beaucoup collaboré avec Esther de Saint-Louis, est-ce que vous avez trouvé des informations en lien avec Jean Salat
qui, dans les années 30, a été aussi J'ai directeur trouvé aussi beaucoup de dessins de Jean Calment. Parce que quand, à un moment donné, dans le style, il y avait des bougeoirs qu'il a réalisés, mais qui n'étaient peut-être pas réalisés à Saint-Louis, je crois que c'était en Tchécoslovaquie. Oui. Enfin, il y a des bougeoirs qui sont très proches aussi des propres créations de Jean Salat à Saint-Louis. Alors, vous avez pu voir des échanges Des gens entre Jean Salat et entre Jean Salat et non, pas d'échange direct, mais ils savaient ce qu'ils faisaient en fait entre eux. Donc ils s'inspiraient aussi entre eux. Il y a des modèles de Jean-Luc qui ont été repris par Marcel Goupy, par exemple, le service rectangulaire. Marcel Goupy le reprend pratiquement le même en fait quelques minutes plus tard. Il change un peu le détail, donc en fait s'inspirer, il se copier. Oui, bien sûr, il y a un goût identique. Voilà. Et Jean Salat étant directeur artistique chez Saint-Louis, ils vont probablement être en contact. Et ils ont dû être en contact, mais j'ai pas eu d'échange, de traces d'échange entre eux dans le fond genre. Piporca, oui, mais. Est-ce qu'il y a des formes qui sont protégées au breveté? Oui, il y a des formes, par exemple les centres de table et les bougeoirs géométriques ont été déposés. C'est certains dessins portent la marque Spade, mais il n'empêche que ça a été copié, inspiré, etc. Parce qu'il suffit de changer un petit détail pour pouvoir faire la même chose. Donc ça n'avait pas de grand pouvoir de protéger le modèle original. Comme les hanches des tasses qui sont hautes, qui sont très caractéristiques. Ouais. Ouais. En fait, le brevet n'avait pas grand pouvoir, je pense, pour empêcher les créations similaires. Enfin, dans le monde industrie, en fait, c'est difficile. Oui. Ouais. Alors moi, c'est pour rebondir un petit peu ce qui a été demandé par rapport à Jean Salat. Il y a, sur sa première partie de son travail, il a été mentionné Marcel Goupy, et j'aurais aimé savoir de la même manière s'ils ont eu des liens, parce qu'il y a notamment un vase émaillé bleu que j'aime beaucoup Marcel Goupy aussi, et qui ressemble qui peut avoir vraiment des motifs qui sont très proches de Marcel Goupy. Alors est-ce qu'ils ont travaillé ensemble? Est-ce que non, jamais. C'était, je pense qu'ils étaient rivaux. Et j'ai pas vu de traces d'échange entre eux, mais ils se connaissaient sûrement, c'est sûr. Hein. Et voilà, et puis pourtant il n'avait pas le même statut parce que Jean-Luc avait un statut particulier parce qu'il est à la fois l'artiste, concepteur de modèles et il est aussi diffuseur, il a sa propre boutique, sa propre maison d'édition. Ce qui n'est pas le cas de Marcel Goupy, il fait partie. Par Roy, il passait par Roy. Oui, il est directeur artistique de la maison Roy, même s'il pouvait créer ses modèles en les signant, mais il est employé par Géo Roy, donc il n'avait pas le même statut. Et oui, c'est intéressant de voir leur évolution parallèle, par exemple pour le décor émaillé dans les années 20. Jean-Luc, donc c'est Maurice Marino qui commence en 1911, Jean-Luc débute vers 1912, et Marcel Goupy, en fait, il arrive un peu plus tard, hein. C'est après la guerre 18, 19, donc il y a un petit décalage, c'est pareil pour la forme moderniste, rectangulaire, circulaire, enfin la forme géométrique. Jean-Luc, il a commencé beaucoup plus tôt que Marcel Goupy. Ouais. Donc, on peut dire que vraiment, Jean-Luc a joué un rôle très avant-garde dans l'adoption de l'esthétique nouvelle, l'intégration du nouveau goût dans la création du verre. Ouais. Et cette partie, alors je suis désolé,
Arrêtez-moi si besoin. C'est juste, du coup, cette première partie sur l'émaillage, est-ce que, alors déjà, je trouve il y a pas vraiment de transition entre sa partie émaillage et sablage. Enfin, on a l'impression qu'il est passé très rapidement de l'un à l'autre, et c'est pas si trivial. Alors, est-ce qu'il a continué un petit peu l'émaillage malgré tout? Ouais, mais c'était assez C'est brutal, en fait. Ouais, Ouais, la c'est ça. transition Ça, était ça, brutale parce que c'est vraiment à partir de 1920, déjà à partir de 1926, c'est ce qu'on appelle le style art déco géométrique. Et ensuite, à la fin des années 20 et notamment 30, c'est avec la fondation de l'UAM, l'Union des artistes modernes, on refuse tout décor superflu et on refuse des couleurs vives, etc. Donc, c'est le goût et le style qui changent complètement. Donc, Jean-Luc, en fait, il s'adapte. Il intègre très rapidement. Oui, Quoi. il s'adapte à ce changement du goût et du style. Il utilise le platine, la place de l'émail de fleurs, comme graphie au jet de sable ou la taille, différents types de taille pour créer un profil intéressant, tout en restant très sobre. Il n'utilise jamais la taille au diamant, par exemple, qui est très riche. Toujours des tailles biseaux, plats. J'avais dit avant. Est-ce qu'on a une idée de sa production, des quantités qu'il pouvait c'est toujours une question importante. Vous avez dit qu'il avait quand même cette vocation à être semi-industriel ou d'être. Est-ce qu'on a une idée un ordre d'idée sur sa partie émaillage et sur sa partie. Peut-être plus il a été connu, plus il a peut-être fait des productions importantes, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Mais en fait, il a été connu dès le départ. Dès le départ. Ouais, vraiment, dès le départ, dès les années 1910, en fait, quand il travaillait pour son père. D'ailleurs, on voit bien sur la couverture du catalogue de vente de Paulus qui met en avant le nom de Jean-Luc, en disant que ce sont des œuvres modernes par Jean-Luc. Donc, il a été connu dès le départ et c'est difficile de quantifier sa création par période, même dans l'ensemble. Je ne saurais pas dire combien il en a créé. Vous dites c'est une production semi-industrielle, même s'il l'a personnalisée par les décors, etc. Donc c'est difficile à compter.